Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à la saison 2. Tout d'abord, je vous annonce que le podcast tombe en mode 2 semaines, un nouvel épisode à chaque 2 semaines. Sinon, aujourd'hui, mon premier invité de la saison, c'est Alexandre Pontbriand, copropriétaire et brasseur en chef chez Melon. Salut Alex, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir à l'émission aujourd'hui. Ça fait une couple de mois que j'essaie de t'avoir. Fait que je suis Oui, je vraiment suis content content de aussi. t'avoir. Je suis content qu'on ait réussi. Là. Ça fait pas mal de fois qu'on essaye et ça marche pas, mais avec des vies de Ouais, brasseurs occupées. exactement. On est tous dans le même Exact. bateau. Exact. Fait qu'aujourd'hui, ben, je t'ai invité pour parler de lagering parce que, dans le fond, vous avez commencé, ben, justement, à me le plugger moi-même. Tu m'as dit, ça fait 17 mois que vous avez commencé, mais Exact. dans le fond, vous autres, vous avez commencé à l'envers de tout le monde, juste avec des lagers surtout, hein? Ouais, ben, dans le fond, David puis moi, David, c'est mon partner. Là. Les deux, ce qu'on aime beaucoup depuis. Ben, tu sais, moi, premièrement, je tripe sur les lagers, mais je peux pas dire que je suis un expert de la lager. Tu sais, ça fait pas 60 ans que je brasse de la bière. Là. Tu sais, je fais ça depuis 6-7 ans, mettons. Là. Je me considère vraiment plus qu'encore comme un élève, là, un étudiant de toute cette game-là de lager. J'apprends tous les jours, je lis à tous les jours là-dessus. Fait que je dirais pas que je suis un expert de la lager, je dirais que je suis un étudiant très, très passionné par le sujet, mettons. On a commencé comme tout le monde en tripant sur les grosses IPA, les gros stouts, les gros trucs qui fessaient et qui coûtaient fort. Mhm. Mais ce qui nous a fait triper rapidement, ça a été les lagers parce qu'on a vraiment trouvé la subtilité puis les saveurs délicates, puis vraiment comme voir comment un never s'exprimait, mais de façon retenue. Puis ça nous a fait triper rapidement comme brasseurs amateurs. On s'est équipé vite comme brasseurs amateurs avec des équipements pour faire des lagers. Puis éventuellement, quand on a parti le projet puis qu'on montait la brasserie sur le côté de nos jobs, c'est devenu clair pour nous que ça allait être une des sortes de bières qu'on allait le plus brasser. Là. On voulait que ce soit le focus de la brasserie, des lagers, avec un peu de houblon sur le side parce que c'est toujours intéressant d'aller essayer les nouveaux houblons, les nouvelles variétés et compagnie. Puis on voulait aussi faire des saisons puis du barrel age, mais le plus gros focus de la brasserie, ça a toujours été de faire des lagers. Puis tu sais, là, je vois le menu, là, puis on en a une, deux, trois, quatre, 5 sur 8. OK. C'est quand même pas mal plus que ben des passes. Ouais, ben c'est ça. Puis quand on a parti, c'est sûr, quand tu ouvres au début, à un moment donné, quand ça fait longtemps, puis surtout nous, on est ouvert en pandémie, fait que ça faisait longtemps qu'on attendait d'ouvrir, qu'on a commencé à avoir besoin d'entrée de fond, mettons. Fait que Mhm. quand on a ouvert, on n'a pas ouvert avec 3 lagers, on a ouvert avec une lager, une IPA de seigle, puis un stout. OK. Mais après ça, dans les semaines qui ont suivi, il y avait toujours une lager et quelque chose d'autre. Tu sais, ça a été le focus très rapidement. Mhm. Puis vous êtes situé à Montréal, c'est ça, hein, Méline? Exactement, on est juste à côté du marché Jean Talon. On est vraiment exactement à mi-chemin entre le Haricana et l'île de Garde. Fait que déjà, on était proche de deux autres masters de la lager. Fait qu'il a vite fallu qu'on up notre game pour être de niveau avec nos acolytes qui en font de la solide très proche. Ouais, OK. Good. Ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, Yes. comme j'ai dit, je voulais parler de lagering avec toi. Fait que, Ouais. premièrement, là, pour ceux qui sont peut-être pas trop habitués à ce genre de Mhm. bière-là, ça sert à quoi le procédé de lagering? Ben, tu sais, lagering vient de lager. Lager, bière fermentée à froid. Puis, en plus de faire la fermentation à froid, ben, tu vas faire ensuite de la fermentation, tu vas faire le lagering. Tu sais, le lagering, c'est une forme de, si on veut, de maturation, d'affinage. Mhm. Puis c'est vraiment ça, grossièrement, là, ça sert à affiner les saveurs de la bière. Euh, c'est une maturation qui se passe sur la levure. Là, fait qu'il y a certaines brasseries qui vont filtrer la bière, d'autres qui vont pas la filtrer, mais le lagering se passe généralement avant la filtration, donc sur la levure. Puis ça Mhm. va laisser vraiment le temps à ta levure de nettoyer, là, de cleaner la bière, si on veut, ou de la crispiser. Ça va vraiment lui donner le caractère clean, crisp qu'on connaît. C'est vraiment comme des procédés biochimiques. Là. Fait que la levure, elle va transformer certains composantes. Elle va, par exemple, réduire les esters. Elle va réduire l'acétaldéhyde, le goût de pomme verte, le diacétyl et compagnie. Mhm. Fait que ça, c'est une partie de la raison pourquoi on fait le lagering, pour aller vraiment nettoyer la bière, la rendre encore plus délicate.
Puis d'un autre point de vue, d'un point de vue purement mécanique, si tu veux, là, ça va aller aider à clarifier la bière par décantation vraiment. Fait que juste vraiment laisser les particules tomber au fond, que ce soit des particules de houblon, des particules de céréales, que ce soit même les levures en suspension. Tout ça va aller coaguler avec les protéines qu'on retrouve, puis ça va vraiment tomber au fond de la cuve. D'ailleurs, ça va être vraiment facilité par la forme de la cuve ou peut-être plus par son orientation, que ce soit une cuve qui est horizontale ou une cuve qui est verticale. Bien, les cuves horizontales, les cuves justement de lagering, ça va permettre vraiment une décantation là, qui est plus rapide parce que tu as une plus grande surface de contact. Là. Juste penser à la cuve qui est faite comme un rectangle couché, bien, tu vas avoir vraiment plus de surface de contact horizontale vers le bas versus un cylindre qui est debout. Là. Puis aussi, la pression hydrostatique, là, fait que le poids du liquide vertical versus horizontal, il y a vraiment moins de poids quand la cuve est à l'horizontale, ce qui va vraiment être meilleur pour ta levure, là, parce que la levure est sensible à cette pression-là. Fait que moins tu as de poids, moins tu as de surface à parcourir, plus ça va clarifier rapidement, puis plus ta levure va être en santé. Puis une autre chose aussi que du monde font, par exemple, les gars à l'île de Garde le font beaucoup, c'est de faire ta lagerisation avec une portion de sucre qui est restante dans la bière, fait qu'elle n'a pas fini de fermenter au complet. Comme ça, tu peux aller gazer ta bière naturellement pendant le lagering. OK. En faisant du spunding, dans le fond. Puis, Exactement. Ouais. Okay. Fait que, en gros, c'est ça, là, c'est le lagering, c'est pour cleaner la bière, affiner les saveurs, vraiment laisser shiner les subtilités, toute la finesse qui aurait pu être cachée par des sous-produits de la fermentation, comme les esters, les phénols et compagnie. OK. C'est vraiment ça le but du lagering. OK. Puis là, tu viens de toucher à un gros point, là, les équipements. Qu'est-ce que ça implique de faire majoritairement, mettons, des lagers en termes d'équipement, connaissances, les pratiques, etc.? Qu'est-ce que ça implique? Ben, tu sais, si on parle d'un point de vue brasseur professionnel, ben, ça implique pas mal l'équipement que tu as déjà. Toute brasserie peut faire une lager avec ses fermenteurs et ses cuves de conditionnement classiques. La cuve de lagering, c'est vraiment l'équipement qui est dédié à ça. Fait que si tu sais que tu veux brasser beaucoup de lager puis que tu as la place, on s'entend que la cuve est couchée, fait qu'elle est plus grosse. Là, tu peux les superposer, fait que tu sauves de l'espace, mais ça reste une cuve qui prend pas mal de place. Ça, c'est vraiment d'être dédié à ça, mais une brasserie qui a un fermenteur puis une cuve de conditionnement traditionnelle peut faire des lagers là-dedans. Ça va juste être un petit peu plus long. Là. Par expérience, mettons, je brassais chez Avant-Garde avant, puis on avait des fermenteurs puis des cuves de conditionnement, les deux verticales. Puis éventuellement, ils ont acheté des cuves de lagering, fait horizontale. Puis certaines bières qu'on brassait là-bas avec une levure qui voulait jamais clarifier. Tu pouvais laisser la bière un mois là-dedans. C'est des grosses cuves quand même, c'est des cuves de 5000 litres. Mais tu pouvais laisser la bière là-dedans pendant un mois, puis elle devenait jamais claire. Puis éventuellement, quand ils ont reçu les cuves, on a branché les cuves de lagering, on a transféré la même lager avec la même levure dedans. Puis une semaine plus tard, la bière était claire. Fait que, c'est un équipement qui peut vraiment accélérer le procédé. Puis comme je te disais, qui est meilleur pour la levure. Là, il y a moins de pression hydrostatique sur ta levure. Donc c'est sûr que ça peut être grandement amélioré ça, mais tu n'as pas besoin de ça pour faire des lagers. Tu sais, comme moi, j'en ai pas encore des cuves horizontales. Je dis encore parce qu'on aimerait vraiment ça en avoir, mais on n'en a pas encore pour l'instant. Fait que, tu sais, d'un point de vue équipement, ça ne demande pas d'équipement particulier. Après ça, il y a des préférences, comme tu disais, la spunding. Là, fait une valve avec un ressort qui va retenir qui va retenir une pression X. Tu peux la setter à différentes pressions. Puis selon cette pression-là, ça va garder ce que tu veux. Il faut faire attention là, dans le terme de connaissance parce qu'il y a certaines levures qui réagissent bien à la pression. Il y a certaines levures qui fermentent mal sous pression. Certaines levures qui font beaucoup de soufre. Fait que si tu gardes la pression, ben, tu vas garder ce souffle-là dans ton fermenteur. Fait que c'est tout le temps quelque chose qui... Ça va dépendre en fait de ta levure. Ça va dépendre du type de bière que tu veux faire. Fait que c'est plus ça, je te dirais, en termes de connaissance. Mais c'est sûr qu'il faut que tu connaisses les procédés de base du lagering, certaines levures qui vont créer du diacétyl, puis là, tu vas avoir besoin de faire un diacétyl rush. Je te dirais que c'est plus une connaissance propre à ta levure, plus qu'une connaissance. Les connaissances générales de lagering sont bonnes. Après ça, il faut que tu sois plus spécifique au style de bière que tu fais, puis à la levure que tu utilises. OK. Et puis, tu as parlé les fermenteurs horizontaux. Pourquoi, tu sais, en démarrant, vous autres, vous vouliez faire des lagers. Pourquoi vous n'as pas été tout de suite avec ce genre de fermenteur-là?
Une raison vraiment simple puis purement monétaire. On a commencé à approcher une compagnie de fabricants de fabrication d'équipements brassicole du Québec. Là, ça s'appelle HM. Puis on a commencé pour parler avec eux pour l'équipement. Puis à un moment donné, très rapidement, ils nous ont dit, écoutez, on a un bon deal pour vous. Il y a malheureusement un projet qui a été annulé. Okay. Puis ils prendront pas leur fermenteur puis leurs 2 Bright Tanks, ce qu'on regardait pour commander. Puis ils nous ont dit, ils sont déjà commencés, fait qu'on va vous faire un bon prix dessus. Puis c'était des Bright Tanks qui avaient été commencés et non des Lagering Tanks. Okay. Fait que des Bright Tanks, c'est des cuves de conditionnement verticales. Puis il dit, pour avoir ce rabais-là, il faut que tu les prennes verticales et non horizontales. Fait qu'on a, en pleine pandémie, après 1 an d'être fermé puis de payer le loyer de nos poches, mon partenaire puis moi, on a pris les cuves verticales. Puis je te dirais, nos équipements sont pas immenses, ils sont faits quand même assez larges, nos cuves de conditionnement. Fait que la différence n'est pas gigantesque. Okay. Mais on aurait besoin de plus de cuves de conditionnement. Puis les prochaines, on va les prendre couchées, c'est sûr. Mais si on avait eu le plein contrôle puis que le rabais n'était pas entré en jeu, on aurait pris des cuves horizontales. Parce que tu peux faire n'importe quelle bière dans une cuve horizontale. C'est sûr que si tu veux une grosse Hazy IPA puis que tu la mets là-dedans puis qu'elle devient claire, tu vas être moins content. Mais tu peux faire n'importe quelle bière là-dedans. Là. Mais j'imagine aussi, c'est hors contexte, mais mettons pour une New England IPA, tu augmentes la surface de contact, j'imagine, avec le houblon. Fait il doit y avoir ce côté-là aussi qui rentre en jeu, non? Ça, honnêtement, c'est un très, très bon point. J'imagine que tu pourrais, vraiment, tu pourrais peut-être... Effectivement. Il y a du monde qui ne transfère pas les IPA non plus. Là, les garde dans un unitank qu'on appelle une cuve qui fait fermentation et conditionnement pour éviter l'oxydation. Il y a du monde qui font ça. Je pense que les cuves de lagering, pour les avoir utilisées encore une fois, sont plus difficiles à purger. Le purger, c'est quand tu remplaces tout l'oxygène dans la cuve par du CO2 avant de transférer la bière dedans. Elles sont plus difficiles parce qu'ils sont horizontales, puis le trou par où tu purges est à une extrémité, pas au milieu. Okay. Fait qu'il faut vraiment que tu purges pendant longtemps. Puis comme tu transfères des lagers, que les levures travaillent encore à froid, il y a une partie de cet oxygène-là qui peut être transformée par la levure pendant le lagering. Fait que c'est un peu moins nocif pour ta lager, mettons, que pour ta New England IPA qui est ultra sensible à l'oxygène. Fait que peut-être ce serait ça le point négatif d'une lagering tank si tu veux pas juste faire des lagers là-dedans. Ouais. Puis en termes de prix, c'est-tu bien plus cher, mettons, que des cuves ordinaires, là, verticales? C'est un petit peu plus cher parce que les cuves verticales, le top, souvent, il n'est pas isolé. Vu que la bière, elle touche jamais au top, là, il y a un headspace. Là, fait que le top, c'est souvent une simple paroi pas isolée. Puis il y a des fabricants, même pour une compagnie québécoise, ils achètent souvent les tops préfaites par une compagnie qui fait presque tout dans le monde. Fait qu'ils feront juste mettre ce top-là, simple paroi, qui n'a pas de liquide refroidissant dedans. Alors que ta lagering tank, vu qu'elle est couchée, ton liquide, il touche à ce bout-là. Fait que si ton bout n'était pas isolé, la bière vraiment varierait en température, que tu finirais par toujours la refroidir. Fait que les bouts sont isolés. Fait que oui, ça coûte plus cher parce que c'est plus compliqué à fabriquer. OK. Puis, dans le fond, on va arriver tout de suite à la question. Vous autres, là, c'est quoi votre méthode de lagering? Comment tu fais ça, toi? C'est une bonne question. On avait une méthode qu'on utilisait à la maison qui était vraiment compliquée. Là. C'était comme tu montais de 0,2 par jour, tu descendais, tu montais, parce que quand on le faisait à la maison, c'était pour le fun, le thrill, puis on prenait le temps. Puis quand on est arrivé en brasserie, on s'est rendu compte que c'était une méthode qui était un peu trop demandante, fait qu'on l'a adaptée. Mais ça dépend vraiment de la levure. Quand on a brassé avec Oli de l'Île-de-Garde, lui, il y a une levure particulière pour ses lagers tchèques, il y a une levure particulière pour ses lagers allemandes. Puis, comme lui, on s'en tient vraiment à ce que le labo qui produit la levure, pas le labo de l'Apocatière, mais le labo en général de la marque de levure, peu importe que ce soit Escarpment, le labo, on s'en tient à ce qu'eux recommandent généralement. Tu sais, si tu vas sur le site, n'importe qui a accès aux informations qui disent là, entre 10 et 14 degrés Celsius et compagnie. Mais si tu leur poses une question, eux autres, ils peuvent vraiment te répondre. Ils la connaissent, leur levure. Ils savent comment elle fonctionne. Ils peuvent te dire, elle fonctionne de même, elle fonctionne de même. C'est la souche de Oli de l'Île-de-Garde, son laborantin, là, le gars qui banque la levure, lui a dit tu la montes à 52% d'atténuation, tu la montes à tel degré Celsius. Puis quand tu as fini de fermenter, ta base de tel degré Celsius par jour jusqu'à ton 1 degré de lagering. Fait il y a certaines levures qui ont des techniques différentes.
Nous, en ce moment, on utilise 2 souches, puis les 2 fermentent pas exactement à la même température. Il y en a une qui est à 10 degrés, une qui est à 11 degrés. OK. C'est pas une technique comme standard pour toutes, mais ça se ressemble. On transfère toujours la bière après la brasse au refroidissement entre le brassage puis la cuve de fermentation. On la refroidit tout le temps à 1 à 2 degrés en dessous du target. OK. Pour la simple et bonne raison que quand on commence la fermentation puis qu'on ensemence, qu'on pitch la levure dans la bière, on veut que le glycol parte pas tout de suite sur les jackets. On veut que la levure ait le temps de travailler un peu avant de se faire refroidir. On veut pas que ça refroidisse tout le temps dans son premier 24 heures. On veut qu'elle ait le temps de chauffer un peu, de fermenter avant que ça parte. Fait qu'on entonne, on refroidit 1 à 2 degrés plus froid que le target de fermentation. On va aller fermenter. Ça va dépendre de quelle souche. Là. Mettons, la levure tchèque, ça peut être à 50% d'atténuation. On va partir le diacetyl rest. C'est-à-dire qu'on va setter la température de fermentation au lieu de 10 degrés, on va la mettre à 14. OK. À 50% d'atténuation. On va finir la fermentation là-dessus. On va y laisser 3 jours à peu près après la densité finale, juste pour être certain que ça arrête de bouger. Puis quand on est certain, après 3 jours que ça a fini de fermenter, on va commencer à ramp down, fait qu'à descendre la température progressivement. Quand on a le temps puis qu'on n'attend pas après la cuve pour faire d'autres choses, comme l'été, on a moins de temps. Là. Mais quand on a moins de temps, quand on a du temps et qu'on n'est pas pressé, on va la baisser d'à peu près 2 degrés par jour. OK. Puis quand on est plus pressé, on va la baisser d'à peu près 3-4 degrés par jour. OK. OK. Fait que le minimum qu'on baisse, c'est sur 5 jours, mais des fois, ça peut aller à 10 et plus. Okay. Puis pour la levure allemande, c'est à peu près la même affaire. Mais là, c'est plus un genre de 70% d'atténuation qu'on fait avant de faire le diacetyl rest. Puis on fermente à 11 au lieu de 10. Mais sinon, c'est le même principe. Okay. C'est assez simple. On a dit, il y a du monde qui ont des techniques vraiment plus compliquées. Là, ils commencent vraiment froid, ils montent de 1 degré par jour jusqu'au diacetyl rest. Au diacetyl rest, ils restent là 2 jours. Après ça, ils descendent de 1 degré par jour jusqu'à 10. J'ai vu plein de techniques. Ça, c'est la technique qu'on faisait à la maison des fois. Okay. Mais là, on a été plus simple. Je te dirais que c'est parce qu'on connaît les 2 souches qu'on utilise, mais si on change de souche éventuellement ou quand on utilise une nouvelle et compagnie, c'est sûr que j'irai voir le laboratoire qui la produit, qui la banque. Puis c'est à eux que je demanderais comment faire. Okay. C'est quelque chose que je pense qu'on fait pas assez comme brasseur. On lit ce qui est écrit sur le papier, puis on se pose pas de questions, puis on fait la même technique pour toutes les lagers. Mais tu sais, 2 lagers qui peuvent se ressembler, viennent pas de la même place, puis vont pas agir pareil. Fait que pour aller vraiment comme tirer le maximum de cette levure-là, je pense que la meilleure personne pour t'aider, c'est la personne qui la fabrique, entre guillemets. Ouais. Puis un coup que tu es rendu, mettons, à 1 degré, là, tu vas y laisser combien de temps dans la cuve? Généralement, mettons, parce que comme je te dis, il y a du monde qui transfère la bière avant la fin de la fermentation dans la cuve d'Agreen, puis il reste là jusqu'à la fin. Nous, comme on a juste 2 cuves verticales puis qu'on passe pas mal de bière dedans, mais j'ai pas le loisir de laisser une bière dedans pendant 2 mois. Fait que je le fais plus un peu dans le fermenteur puis éventuellement je transfère. Fait que je te dirais que c'est au moins 1 semaine dans le fermenteur avant de transférer. Okay. Quand je transfère, c'est un bon 3 semaines. Fait que c'est à peu près 1 mois le lagering. Okay. Ce qui est pas mal plus rapide que ce que les brasseries faisaient initialement. Là, les premiers brasseurs de lager en Europe, c'était plus comme des 3 mois qu'eux autres ils faisaient. Là. Ouais. Nous, on le fait 1 mois, des fois plus, mais c'est généralement 1 mois. OK. OK. Puis à quel moment tu te dis, là, c'est fini, tu y vas-tu vraiment avec le temps que ça fait qu'il est dans la cuve ou tu y vas au goût? Ou à quel moment tu te dis qu'on peut canner ça? C'est une très bonne question. Je te dirais qu'on se dit habituellement en haut de 3 semaines, de 3 à 5 semaines, ça marche. On y va au goût. C'est sûr que si la bière n'est pas prête, c'est toujours la bière qui décide. C'est pas l'horaire. On dit OK, on la canne cette journée-là. Si elle n'est pas prête, la bière, clairement, on la cannera pas. On est vraiment, vraiment... C'est comme notre thinking. C'est la bière qui décide pas mal tout ce qu'on fait. Puis je te dirais qu'au-delà de 3 semaines, entre 3 et 5 semaines, la différence est vraiment moins grande qu'entre 1 et 3. OK. Entre la semaine 1 et la semaine 3, la différence est immense. Entre la semaine 3 et la semaine 5, je te dirais qu'on a des petits volumes aussi. On brasse du 1000 litres. Si on brassait du 5000 litres puis que ça serait vraiment plus long pour que ça se passe, ça serait différent. Là. OK.
En termes de température, tu me parlais pour ton refroidissement. Ben là, premièrement, est-ce que vous refroidissez avec de l'eau froide ou avec le glycol pour le chiller? Nous, on a décidé d'y aller avec une cuve d'eau froide. OK. Fait qu'on a une cuve d'eau froide qui est à peu près 2 fois grosse comme le volume qu'on brasse. Un OK. petit peu plus même que 2 fois plus grosse. Fait que nous, on refroidit l'échangeur avec de l'eau froide, ce qui nous permet, autant hiver comme été, de faire des lagers en 30 Ouais. minutes. On refroidit une lager, mettons. Puis ouais, fait qu'on va aller refroidir autour de 8-9 degrés, 10 des fois, dans ces eaux-là. OK. Là, tu sais, 1 degré à 2 degrés plus froid que le OK. target de fermentation. Vraiment Cool. juste pour la simple et bonne raison qu'on veut pas que le glycol parte dans la première journée. OK. Ben, tu vois, c'est ça, parce que moi, tu sais, comme moi, j'ai pas de cuve d'eau froide, fait que des fois, c'est comme compliqué de faire ça en plein été, là, des lagers, là. Ouais, tu refroidis dans la cuve le plus froid que tu es capable, tu refroidis avec le glycol du Ouais, fermenteur. c'est ça. C'est ça. Ben, il y a beaucoup, Souvent. beaucoup de monde qui font ça, honnêtement. Là. Il y a une grande partie des brasseries qui font ça. Est-ce qu'il y a d'autres brasseries qui font si jamais tu as plus de temps, mettons. Ben, l'hiver, l'eau est froide, c'est l'eau de la ville, puis elle est froide, fait que ça se fait. Là, mais tu Ouais. sais, j'ai entendu des places qui font, c'est qu'ils remplissent un fermenteur d'eau, ils le Ouais. refroidissent avec le glycol, puis ils refroidissent l'échangeur avec le fermenteur. Ouais. Ça pourrait être ça. Sauf qu'on Mais ouais, on en revient au même problème que toi, c'est que là, tu hypothèques un fermenteur, ouais, ouais, tu sais, exact. que tes patrons veulent le remplir. Fait que en tout cas, ça, c'est d'autres problèmes qu'il faut gérer à l'interne. 100%, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, ça marche avec le glycol. C'est juste, même qu'il y a du monde, tu sais, ce qu'ils font, c'est qu'ils fermentent. La première journée, ils mettent pas de glycol à leur lever pour faire un genre de starter, là, un levain. Là, Ouais. ils vont pitcher la levure dans le fermenteur à la température de refroidissement. Ils vont laisser ça toute une nuit pour être sûr que la levure elle parte. Puis le lendemain, ils mettent la bonne température. Fait que je Hmm. pense pas que de partir un petit peu plus chaud, ce soit grave. Moi, je l'ai jamais fait juste parce que par peur de Ouais. développer des faux goûts à levure que la levure, elle serait pas capable de faire, mais il y a plein de monde qui le font. Moi, je l'ai jamais fait parce Hmm. que j'ai tout le temps été chanceux d'avoir des places où j'étais capable de refroidir la bière ou des Ouais, ouais. places où on faisait pas de lager, fait que c'était pas un concern, là, mais Ouais. OK. Puis côté recette, y a-tu des choses que tu vas faire différemment dans ta conception là, qu'avec une aile? ben, tu sais, c'est sûr que si on parle, admettons, d'une L, qu'on parle d'une saison ou qu'on parle d'une IPA, tu sais, dans ta IPA, tu vas mettre plein de flocons. Ben, dans les IPA de plus américaine, New England et compagnie, tu vas mettre pas mal de flocons, ce qui est quand même la norme que je Mhm. vais moins faire dans une lager, mettons. Je OK. mets très rarement des flocons dans une lager, sauf si c'est une lager faible en alcool. Des flocons d'orge, mettons, pour aller aider au mouthfeel, que ce soit pas trop watery, parce qu'une lager à 3,5, 4%, ça peut vite devenir light puis watery, considérant le bas taux d'alcool. L'alcool ajoute quand même une texture qui est nice dans la bière, puis que les bières plus hautes en alcool, tu le sens clairement version 4%. Fait que des flocons dans ces genres de lagers-là. Mais sinon, c'est très rare qu'on va mettre des flocons dans des lagers. On va Mhm. vraiment aller chercher plus un côté pain, cracker et compagnie qu'on veut aller chercher nous, personnellement. Là. Fait que ça va être plus avec du pills ou des maltes assez basiques. On va aller jouer Mhm. avec un peu de blé des fois. Mettons, on a une lager qu'on brasse qui est quasiment 100% pills, mais on veut y ajouter une petite touche de plus. On met un petit genre de 5 à 10% des grains. On met du blé des fois dans ça pour que OK. tu puisses pas la boire puis dire, ah, il y a du blé là-dedans, mais que tu la bois. Tu comme crème, c'est cool les céréales là-dedans. Fait que c'est Mhm. plus dans la retenue pour aller donner un petit edge de plus et non pour dire ça goûte le blé. OK. Euh, il y a beaucoup de brasseurs, puis nous aussi, on le fait dans certaines bières qui utilisent, mettons, des carapiles ou des carafomes et compagnie, là, avec des maltes reconnus pour aller aider la tenue de mousse, qui vont pas nécessairement aller donner les notes de céréales dont je te parle, mais qui vont beaucoup aider la tenue de mousse. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde pour plusieurs lagers. Mhm. Sinon, ben, du Vienna, c'est toujours une céréale que j'adore utiliser dans des lagers. Du Munich, des fois, quand on fait des lagers un petit peu plus foncés. Mais en règle générale, ça va être quand même dans la simplicité pour la OK. majorité des lagers qu'on fait. On a une lager d'inspiration mexicaine, fait qu'on est allé mettre du maïs dedans, mais si je regarde les autres lagers qu'on a sur le menu, là, ça tourne souvent autour du pills avec une coupe d'autres trucs, mais c'est beaucoup de pills. OK. Puis OK. après ça, dépendamment de où on s'inspire, si on s'inspire d'une lager allemande ou d'une lager tchèque, ben là, on peut aller jouer plus sur des notes
maltais. Des fois, tu sais, les lagers tchèques, comme la Pilsner Urquell de ce monde, ont un côté un peu plus caramel. Fait que là, tu peux aller jouer avec des maltes qui vont se donner ça. Mais de règle générale, on y va simple. OK. Côté levure, qu'est-ce qu'il Ouais. faut faire, mettons, tu sais, pour pitcher comme euh, décompte cellulaire, tu Ouais. sais, ton taux d'ensemencement, etc. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, tu sais, pour pas rentrer dans les chiffres vraiment précis, là, puis perdre beaucoup de monde, là, tu sais, je te dirais que tu vas vouloir pitcher vraiment plus ta lager. C'est un peu comme si tu fermentes du 100% brett, là, tu vas vouloir avoir tu vas vouloir avoir un taux d'ensemencement qui est vraiment plus élevé qu'une L, mettons, là. Mhm. Fait que nous, tu sais, juste pour donner un exemple, là, si, mettons, on brasse du 1200 litres, ben, à moins qu'on fasse un starter avant puis qu'on build notre quantité de levure avant la brasse, si on fait un full pitch, mettons là, qu'on fait vraiment on prend un pitch fait pour la taille de notre brassin, je vais commander comme si j'avais un brassin de 1200 litres pour une L. OK. Puis après ça, si je brasse une lager, je vais aller, si je fais un full pitch, encore une fois, là, des fois je fais des Mhm. starters puis c'est pas la même affaire, mais si on fait vraiment un full pitch de lager, je vais aller chercher 1,5 fois ce que je OK. brasse. OK. Puis ça serait un peu le même principe que pour une 100% brette, là. Si tu Mhm. fais pas ça, tu peux avoir un under pitch, puis là, c'est là que ton brette, ben, ça peut être intéressant pour du brette, là. Tu peux aller chercher un côté vraiment funky puis chevalin quand ta levure est un peu stressée puis qu'elle va aller vraiment développer son côté funky, mais c'est le genre de truc que tu veux pas sur ta lager, là. Tu Ouais. veux pas une levure stressée, tu veux pas une levure qui va aller travailler en double puis qui va te donner un côté très ester et phénol. Fait que Mhm. je vais aller faire un bon pitch. Puis c'est de là l'importance de bien oxygéner ta bière quand tu fais ton transfert. Tu sais, à la maison, c'est assez simple. Là. Tu vas aller soit shaker ta tourie pleine de levure ou il y en a qui ont des baguettes là, que tu branches à une bonbonne d'oxygène puis tu vas aller oxygéner ton mou. Mais à la Ouais. brasserie, en ligne, au refroidissement, vraiment un beau taux d'oxygénation. Encore une fois, c'est une information qui peut être intéressante à aller chercher auprès du laboratoire euh, qui produit la levure parce que les autres vont te dire c'est quoi mettons, le litre par minute d'oxygène qu'ils recommandent pour cette levure-là. Puis des fois, ils vont pas avoir le même pour deux strains de lager ou même un strain de brett, de ale, un strain de lager. Fait aller s'informer de c'est quoi le bon parce que généralement, puis même nous, on le faisait pendant longtemps, tout le monde fait le même. On ouvre le Ouais. débitmètre d'oxygène, on le met à la même affaire pour toutes les bières, mais c'est pas vrai que toutes les bières ont besoin du même taux d'oxygénation. Surtout si tu refroidis ta lager en 40 minutes versus ta L en 20 minutes, ben un 5 litres par minute sur 40 minutes, c'est pas mal plus qu'un 5 par minute sur 20 minutes. Tu vas avoir pas Ouais. mal plus d'oxygénation dans ta bière. Fait qu'il faut vraiment aller s'informer de ça parce que c'est différent pour chaque lever. Je pourrais te dire un chiffre, mais ce serait pas le même pour toi, de ton système, puis whatever. Fait que de bien Mhm. s'informer parce que sur oxygène, tu vas aller créer juste de la levure. Tu vas avoir un cône de ton fermenteur qui va être full levure à la fin de ta fermentation. Tu vas perdre du produit, puis c'est pas ça que tu veux. Puis si tu underpitch, ben, si tu under oxygène, tu vas avoir une levure stressée qui va être développer des faux goûts. Fait Ouais. il OK. faut s'informer de ça. Je te Mhm. dirais que c'est ça. Belle oxygénation, un beau taux d'ensemencement. Tu veux vraiment avoir un bon taux parce qu'une levure stressée dans une lager, c'est encore plus dommageable que dans une L. Dans Mhm. une L, ça peut être intéressant même des fois. Là. Il y en a des levures stressés qui vont produire des esters de pêche. Puis disons que dans une New England IPA, c'est intéressant. Ouais. Dans une lager, ça peut être intéressant aussi, mais généralement, c'est pas ça que tu cherches dans une lager allemande, mettons. Ouais. Côté levure, est-ce que tu fais du repitch de tes levures, toi? En règle générale, oui. En règle Ouais. générale, on va repitcher, je dirais, 90% des levures. De un, parce que c'est économique, puis quand tu as une belle souche en santé, c'est intéressant de la réutiliser. Surtout, en plus, il y a certaines levures, particulièrement les sèches, là, je t'avouerais qu'on utilise très peu de sèches, puis jamais dans les lagers. Pas parce que OK. c'est pas bon, juste parce que nous, on trouve qu'il y a plus de variété, puis on peut plus se différencier avec des levures liquides qu'on peut aller chercher à droite à gauche. Mhm. Euh, mais oui, on repitch beaucoup, mais en particulier sur les levures sèches, c'est intéressant parce que les premières générations de levures sèches, je n'ai pas la raison exacte là, scientifique pourquoi. J'imagine que c'est parce que le temps qu'elle se réhydrate, puis qu'elle se start, puis qu'elle revienne
en vie, si on veut. Là, il y a un lag, puis ça fait que la lever est moins intéressante. Mais j'ai toujours trouvé que, mettons, qu'on pitch un W3470, qui est comme probablement la lever la plus utilisée dans le monde. Cette lever-là, j'ai toujours trouvé que la génération 1 était vraiment moins intéressante que la 2, 3, 4, 5. Fait que si j'utilisais encore cette lever-là, ça, je la réutiliserais, puis j'essaierais de la réutiliser le plus possible pour jamais avoir la première génération qui est toujours plus plate. Mais oui, on repitch beaucoup. Après ça, c'est sûr que ça va demander des vraiment bonnes pratiques dans la brasserie parce que si tu infectes ta première batch puis que tu repitches ça dans toutes tes batches, ben, tu viens d'infecter toutes tes batches. Fait que ça va demander une bonne rigueur dans les pratiques pour le repitch. Mais moi, j'aime beaucoup repitcher parce que j'ai toujours trouvé que génération 2, 3, 4, c'est les plus intéressantes. Puis après ça dépend aussi de ta souche. Il y a certaines souches qu'on peut aller repitcher jusqu'à 10 fois, puis on voit pas vraiment de variation dans la qualité, dans le profil. Puis tandis qu'il y en a d'autres, après 3, on est comme, tu vois, c'est moins ça le profil. Puis là, on va... Fait que c'est juste de les connaître. C'est sûr que si tu utilises tout le temps de nouvelles levers, ça devient impossible. Mais nous, vu qu'on utilise souvent les mêmes, on les connaît, puis on sait que rendu à la 4e, c'est pas mal un au revoir après cette génération-là. OK. Puis, dans le fond, quand tu récoltes ta levure, ben, c'est quoi ta méthode pour faire la récolte des levures, en termes de température, d'équipement, moment de récolte, etc.? Je te dirais que on essaye, on fait pas beaucoup de dry-up dans nos lagers, mais il y en a qu'on fait, mettons, une pilsner italienne qui est comme pas mal dry-upée par standard, c'est ça le style. On va toujours faire le save avant le dry-up juste pour faciliter la récolte puis pas avoir trop de houblon dans le slurry dans le fond. Mais même pour les L, on fait toujours avant le dry-up. Pour les L, on va mettre à 16 la veille, fait à peu près 24 heures avant le save, on met à 16 pour avoir comme vraiment une floculation puis une petite décantation qui va se passer puis qui va nous aider. Pour les lagers, c'est déjà au froid, fait que c'est moins nécessaire. Fait que je te dirais ça va varier, là. Des fois, c'est toujours quand la densité est finale puis c'est depuis une couple de jours, mais des fois, ça va être au moment, comme je te disais, des fois, on attend 3 jours avant de commencer à refroidir. C'est toujours avant de refroidir, que ce soit avant les 3 jours ou après les 3 jours. Des fois, on fait le save là, mais c'est toujours quand c'est bien final, avant de refroidir à 14 degrés environ. À mon diacetyl rest de 14 degrés, je vais aller faire mon save. Là, il y a beaucoup de méthodes pour beaucoup de personnes qui ont des techniques. Il y a du monde qui vont aller tourner le racking arm le plus bas possible puis prendre juste cette portion-là de la lever. Ça veut dire que tu en as vraiment beaucoup dans ton fermenteur là, si tu es capable d'aller avec le racking arm. Nous, on n'a jamais autant de lever que ça. Fait on va jeter un peu le fond. Puis ça va être à l'œil. Malheureusement, j'ai pas une technique parfaite, mais ça va être à l'œil. On va jeter toujours au moins 10 premiers litres qui vont être comme la lever morte, des morceaux de houblon, des morceaux de céréales, des protéines et compagnie. Puis quand on voit que c'est commencé... Tu le vois bien, oui, aussi, oui, exact. Visuellement. Exact. Puis quand ça commence à devenir de la belle crème, on va y aller avec ça. Puis si on a plusieurs brasses à faire avec le même save, on va aller en chercher beaucoup. Mais tu n'as pas besoin d'une quantité exceptionnelle de lever. Là, on a déjà fait des brasses de 1000 litres avec un genre de 10 kilos de slurry, puis c'était bien en masse. Fait que ça va aller aussi avec un décompte cellulaire, ça va aller avec une coupe d'affaires. On ne fait pas tout le temps des décomptes cellulaires, honnêtement, on n'en fait pas assez, on devrait en faire plus pour être vraiment by the book. Puis probablement qu'on serait encore plus content des résultats parce que ce serait tout le temps homogène. On le fait pas tout le temps, malheureusement. Mais quand on le fait pas, on le fait toujours nos saves avec un side glass puis on regarde ce qui passe. Si ça commence à devenir juste de la bière ou trop liquide et whatever, on va l'arrêter parce que ça ne sert plus à rien. Le mets-tu dans des Cornelius modifiés, genre? Ou, On a des 5 fait des gros 50 litres. Puis par amour pour nos dos, on les a fait construire, puis on a fait mettre construire, on les a fait souder, puis on a fait mettre des roues en dessous, fait qu'ils se traînent avec des roues. Ça, c'est quand même un avantage. Puis l'autre avantage, c'est que vu qu'ils sont sur des roues, qu'ils sont surélevés, on a pu mettre une valve directement en plein milieu en dessous. Souvent, les valves des kegs de lever sont sur le côté, fait qu'il faut que tu lèves le keg et tu le penches, raison de plus pour te péter le dos. Fait que nous, on l'a mis en dessous vraiment. Là, il y a un coude en dessous qui nous permet d'aller chercher tout le fond sans avoir à lever le keg. C'est quand même assez pratique. Ça, c'est tout désigné par un brasseur, ça paraît. Les roues puis la valve en dessous, là, ça, c'est
C'est parfait. C'était pour le dos là, qui était pété après. Ouais, il est déjà pété, fait qu'on va essayer de le Exact. sauvegarder un peu. Exact. Puis Ouais. ce qu'on a fait aussi là-dessus, c'est qu'on a mis un gros port de 6 pouces. Puis sur ce port sur le top, puis sur ce port-là, il y a trois trous différents. Il y en a deux qui c'est des valves, puis un qui est un manomètre pour la pression. Parce que c'est OK. très important. Comme je disais tantôt, il y a certaines levures qui supportent bien la pression, d'autres qui supportent mal. Fait que, tu sais, les brasseries en Allemagne puis en République tchèque, eux autres, leur truc de levure, c'est souvent des seaux avec un couvercle lousse dessus pour que l'oxygène, mais le CO2 puisse sortir. Nous, en Amérique du Nord, on a vraiment tendance à tout faire vraiment super sanitaire, fermé, puis sous pression. Mais eux, leur levure, ils font ça depuis des centaines d'années, puis ça se passe très bien. Fait que vraiment aller enlever la pression souvent, même à la limite, laisser une valve ouverte, mettre un bout de papier d'aluminium trempé dans le péracétique juste sur le top de la valve pour que le CO2 puisse se sortir. Moi, ce que je fais, c'est qu'à tous les jours, je vais enlever la pression d'un keg. Mais j'aime ça les garder fermés parce que c'est dans une chambre froide qui a de la bière, des fois séchée, des trucs de même. Fait que je veux pas comme. C'est quand même un bon environnement pour avoir des bactéries, là, une chambre froide avec Ouais. le compresseur et tout. Fait que moi, pour ma peur de ça, je garde les kegs fermés, mais j'enlève la pression à tous les jours. Fait que OK. si tu n'enlèves pas la pression tous les jours, juste un alu avec péracétique sur la valve, ça peut sortir. Ouais. Mais ouais. OK. Puis, en moyenne, combien de temps tu peux garder ça, toi, dans ta chambre froide? Nous, on les utilise rapidement, là, comme OK. une à 2 semaines. 2 semaines, je n'irais pas beaucoup plus loin que ça. J'ai déjà fait, admettons, des saisons à 3 semaines, qu'on avait sauvé la levure et qu'on avait pitché 3e temps, parce que juste pour la simple et bonne raison qu'une levure saison, c'est un tank. Là, Ouais. ça peut passer à travers d'une tempête de neige, ça va être correct, là, mais Comme la Gvike. Ouais. exact, la vague encore plus. Mais les lever lager, là, 1 à 2 semaines, que nous, on fait max. Après ça, c'est juste que tu vas commencer à avoir ta viabilité qui va descendre. Puis, c'est fait pour travailler une lever. C'est pas fait pour être dans un keg sous pression à froid. Fait on essaye de les utiliser plus souvent. Tu sais, il y a des brasseries, mettons, je pense à 5e Baron, les autres, ce qu'ils font, c'est ils plaident vraiment quand genre, ils ont la chance d'avoir Dimitri qui est très, très fort en micro puis il va plater ses levers. Fait qu'il va mettre OK. la lever sur des plaques de pétri puis il va les banquer. Puis quand il sait qu'il va brasser une lager, il va prendre sa plate puis il va propager sa lever d'un starter de je sais pas combien de ml à 1 litre, à 2 litres, à 3 litres, à Wow. 20 litres, puis le pitch. Mais tu sais, ça, c'est le rêve. Toute brasserie rêverait de faire Ouais. ça. On n'a pas tous les moyens de le faire, mais c'est le meilleur que tu peux faire. Parce que ta lever est tout le temps en santé. Tu sais, il la congèle, puis elle ne bouge plus, puis après ça, il repart. La laisser au frigo, c'est que la lever, elle va baisser en viabilité. Là, tu sais, c'est pour ça que quand tu reçois une lever d'un fabricant, il y a une date, parce qu'ils savent qu'à partir de là, la viabilité, elle tombe quasiment exponentielle. Là, puis là, tu as de la lever morte. Ce qui, des fois, peut être pas dramatique, parce que la bouffe à lever, c'est souvent de la lever morte, mais Ouais. tu veux pas pitcher un cake de lever morte dans ta bière. Ouais. OK. Puis, ben, comme dernière question, y Ouais, vas-y. a-tu un moyen de faire des lagers avec la même durée qu'une ale? Ça, c'est ce que tout boss qui n'est pas brasseur va te poser comme question. Ben, comment je te dirais bien ça poliment? Il y a moyen de tout faire à toute vitesse dans la vie. Tu vas-tu le faire aussi bien? Probablement pas, tu sais. Ouais. Quasiment, tu sais, si on écrivait les ingrédients de la bière sur nos canettes, ce qu'on fait pas, on écrirait probablement eau, houblon, levure, euh, eau, houblon, levure, j'en oublie un, malt, whatever. C'est quand même Mhm. important, le malt. Puis on mettrait probablement le 5e élément temps dans une lager, tu sais, parce que c'est long. Faire une bonne lager, c'est long. Il n'y a pas Ouais. de raccourci à un lagering, à moins d'avoir une cube horizontale. C'est long, ça prend le temps. La levure a fait son travail, elle clean, elle flocule. La moyen de le contourner, c'est sûr qu'il existe, admettons, comme tu viens d'en parler, les Gvike. Mhm. Par exemple, la Crispy de Escarpment, qui est une Gvike qui peut fermenter un petit peu plus froid que les Gvike traditionnels qu'on va brasser avec à 30-35. Tu peux Mhm. brasser celle-là genre à 20-25, puis elle va te donner quelque chose de quand même clean. Mais ça va pas être une lager. Je l'ai essayé, la Ouais. Gvike, par pure curiosité, puis c'est très clean, mais c'est pas une lager. C'est comme une colche, c'est très clean, mais c'est pas une lager. Mhm. Euh, Fait que tu peux-tu contourner le temps? Tu peux
il y a des techniques, là, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Tu peux la trouver en ligne là, sur des forums de brassage. Là, que c'est comme tu fermentes les premiers jours vraiment froids, les 4 premiers jours à comme 9 degrés ou 8 degrés, puis après les 4 premiers jours, tu vas raise de 2 degrés par jour jusqu'au diacétyl-rest. Puis au diacétyl-rest, tu le laisses là 3 jours jusqu'à densité finale, puis là, tu coules. Tu sais, juste ça, ça fait que ta fermentation, elle se passe super vite, puis ils laissent couler 2 semaines. Fait que je pense qu'en une semaine, pas une semaine, excuse-moi, mais en 2 semaines et demie, ils font le lager, ce qui est quand même très rapide. Ah ouais, OK. Puis je l'ai testé à la maison, puis ça avait bien marché. J'ai jamais osé le refaire à la brasserie parce que 1000 litres, ça tourne mal. C'est quand même beaucoup de jus à perdre versus 20 litres à la maison. Ouais. Tu sais, il y a des techniques, là. Si tu checks sur, je pense que c'est Brewlosophy, là, il a cette technique-là. Là. Je ne me rappelle pas exactement du nom. Là. Il a un nom en particulier. C'est de là que j'avais lu l'article puis je l'avais testé. Ça avait marché. Je trouve pas que c'est aussi clean que le temps, mais toujours moyen de faire de quoi. Puis là, je pense que la Crispy Vague donne des belles options, de belles fermentations clean à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Okay. Mais oui, je sais, pour avoir travaillé ailleurs aussi, qu'on veut sortir le plus de bière en le moins de temps possible. C'est clair, là, ça coûte tellement cher de laisser une bière là-dedans. Tu sais, tu penses à une IPA que tu fais en 2 semaines versus une lager que tu fais en 2 mois. T'es comme, j'ai le temps de faire 4 IPA vers le temps que je fais une lager. Ouais. Ah, good. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Avant de se laisser, est-ce que tu aurais des plugs? Parce que là, dans le fond, on est fin août, on enregistre fin août. Là, on va publier ça à peu près fin septembre. Fait que t'aurais-tu des plugs à peu près de ce qui s'en vient dans ce temps-là? Ben, nous, tu sais, à la mi-fin septembre, on a ben justement, c'est de traits de circonstances. Le 17 septembre, on a ou aura eu, dépendamment de quand l'événement va sortir, quand ton podcast va sortir, mais on a la Crispy de Belle Soirée. Dans le fond, la Crispy de Belle Soirée, c'est un mini-festival de lager. Là, fait qu'on va avoir 12 lagers en fût, 2 à nous hein, puis 10 de brasseries invitées qu'on va faire venir de lagers qu'on aime beaucoup. Ouais, fait qu'on va avoir 12 lagers en fût le 17 septembre, qui est d'ailleurs en même temps que notre festival dans Rosemont. Là, fait qu'avec l'île de Garde puis avec le vice-versa, on a fait chacun un événement différent à notre brasserie. Puis on invite les gens à faire les 3. Fait que vraiment, ça se passe dans Rosemont le 17 septembre. Sinon, fin septembre, on s'en va à l'Octoberfest gaspésien. On a brassé d'ailleurs une belle petite Munich LS pour l'occasion. Ça fait très Oktoberfest, une petite LS. Ouais. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a de beau qui se passe en septembre? Ben, des belles bières qui vont sortir, là. Une coupe de lager, évidemment. On débarque une coupe de trucs aussi à la fin septembre. Là. On n'a pas débarqué grand-chose à date, mais là, on sort des belles choses qu'on a en barrique depuis 1 an. Okay, ouais, c'est pas mal ça qui se passe pour nous. Cool. Ouais. Cool. Ben, merci infiniment de t'être libéré. C'était vraiment cool. Puis, ben, on check ce que vous allez sortir dans les prochains mois, man. Yes, absolument, sir. Puis... Yes, sir. À bientôt. Puis à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!